m'appelle Ndan Diouf. Je suis membre du Conseil économique, social et environnemental, président de la commission du développement rural. Entre autres, je suis chef de parti. Mon parti s'appelle la GAPSO, la Grande Alliance Progressiste et Socialiste, qui a été créée en 2007 et qui a participé à toutes les élections de 2007 à nos jours, avec bien sûr des gains valorisants, puisque nous avons eu des conseils régionaux, nous avons eu des conseillers départementaux, des conseillers municipaux. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Quand on crée un parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir. Mais il faut savoir raison garder. Un parti politique vit à l'image de son leader. Si le leader est riche, il peut investir pour la promotion de son parti et il peut aussi investir sur le plan marketing pour massifier son parti. Et donc c'est en fonction des moyens qu'on met à la disposition du parti pour massifier le parti, pour faire sa promotion, que le parti peut devenir rapidement un grand parti ou rester un parti modeste. Pour le moment, nous considérons que nous sommes un parti modeste, même si nous arrivons à avoir au cours des élections des élus. Nous avons au conseil départemental de Fatick 2 élus. Nous avons au conseil municipal de Djofia 6 élus. Pour un parti dont les moyens ne sont pas ce qu'on peut penser d'un parti, eh bien, je pense que c'est glorieux. Mais ça, il faut l'attribuer. Disons que je suis dans une coalition parce que j'ai été sollicité par le candidat Macky Sall en 2011, qui m'avait demandé, compte tenu des rapports antérieurs que nous avons dans la vie sociale, c'est un monsieur que j'ai connu grâce à son papa et qui a toujours fait preuve de sérieux devant moi. Il est sérieux, il est respectueux. Et quand il m'a sollicité pour que je vienne à ses côtés, je n'ai pas hésité pour 2 raisons. Je fais confiance en l'homme que je connais. Nous habitons ensemble Fatick, donc je suis censé le connaître. Mais aussi, le fait qu'il soit un fils de Fatick a été déterminant dans ma décision. À l'époque, j'étais sollicité par d'autres chefs de parti. Mais au finish, j'ai choisi Macky Sall et c'est ainsi que je rejoins, ou je n'ai même pas rejoint puisque c'est mon parti et d'autres partis qui se sont réunis chez lui à Mermoz pour créer Macky 2012. La coalition Macky 2012, je suis membre fondateur. C'est certain sauf accident de parcours. Vous savez, en politique, rien n'est définitif, rien n'est acquis totalement. C'est la façon dont on mène le jeu qui détermine les dernières positions. Ma conviction, mon parti et moi-même, c'est de soutenir Macky Sall pour l'obtention d'un 2e mandat. Ça, c'est clair. Le parti est d'accord là-dessus. Je suis d'accord là-dessus. Et nous travaillons à l'intérieur du pays, notamment dans le département de Fatick. Nous travaillons à ce que Macky Sall puisse avoir un 2e mandat. Ce que je voulais dire, c'est que malgré que nous soyons en coalition, les élections locales passées, je ne suis pas parti sur la liste, il n'y avait même pas de liste Macky 2012. Il y avait une liste APR, Benno Bokk Yakaar. Et je n'avais pas senti un peu cet engouement à aller dans cette liste.
Parce que, la façon peut-être dont les listes sont confectionnées peuvent ne pas convenir à un allié de la coalition. Et c'était le cas. J'ai demandé à donc aller seul. Et je suis allé sous la forme de... Parce que j'avais été sollicité par d'autres camarades qui voulaient aller avec moi en élection. Je suis allé sous la forme d'une coalition Alliance 2014 dans les élections locales passées. L'Alliance 2014 a existé à Fatick grâce à moi. Et nous avons pu faire, c'était presque mon parti, mais nous avons pu faire quand même un certain nombre de voix dans le département de Fatick qui reflètent ma représentativité. Si je fais la chronologie des résultats que j'ai obtenus depuis que le parti est créé, j'ai accompagné Robert Sagna, candidat à la présidentielle. J'ai eu 1500 voix. J'ai été aussi à côté de Major Diouf, parce que quand j'ai quitté le Parti socialiste où j'ai fait 30 ans, je voulais tester les mécanismes des autres partis pour avoir une meilleure expérience. Et je suis allé chez mon oncle Major Diouf au RND, où j'ai été même secrétaire national chargé des finances. Diallo Diop m'écoute, sûrement il m'entend. Major ainsi que les autres membres du RND me connaissent bien. C'est après que j'ai quitté, pour des raisons de stratégie, d'orientation politique, j'ai quitté le RND et j'ai créé mon parti. Donc le premier parti où j'ai milité, c'est le Parti socialiste. Le deuxième parti, c'est le parti RND de Major Diouf. Oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes liés à cet événement qui s'est passé au niveau de la maison du parti, où il fallait décider si on va vers le oui ou si on va vers le non. Il y a dans le Parti socialiste des gens qui n'étaient pas pour le oui et qui ont demandé à ce qu'on vote le non. Mais jusque-là, c'est pas grave. Dans un grand parti comme le Parti socialiste, il faut s'attendre que des choses comme ça puissent arriver. Malgré que la culture de centralisme démocratique soit vraiment la base de comportement des socialistes, parce que ça qu'ils ont connu, le centralisme démocratique, malgré cela, il y a des possibilités que les gens estiment que la voie qui est tracée par tel ou tel autre responsable ne correspond pas à leur compréhension et à leur amour de leur parti. Et ils peuvent avoir des réactions. Mais ces réactions dans ce genre-là, il faut les mesurer. J'ai regretté, et ça m'a trouvé à Fatick, j'ai eu à me prononcer là-dessus dans la presse, j'ai regretté le traitement qui a été réservé à Ousmane Tanor Dieng dans cet événement-là. J'estime que Ousmane Tanor Dieng a beaucoup travaillé pour le Parti socialiste avant Diouf, avec Diouf et après Diouf. Un homme comme Ousmane Tanor Dieng mérite beaucoup de respect de la part des socialistes. Je ne suis plus dans ce parti, je suis à part, mais je considère que tous ceux qui ont travaillé dans le Parti socialiste, connaissant Ousmane Tanor Dieng, doivent du respect. Le Parti socialiste ne peut pas se permettre d'être un parti violent. Karim Wade est un Sénégalais. Et le principe, c'est que la prison n'est la demeure éternelle de personne. On fait une chose qui va à l'encontre des lois et règlements du pays. Si ça mérite d'aller en prison, on vous met en prison. Ça, c'est comme ça que fonctionne un tas de droit. Si vous êtes en prison et que on fait ou vous faites, je dis bien on fait, parce qu'en prison, peut-être, il y a des gens qui s'activent à peut-être te libérer. Si ces gens-là font, ou toi-même tu fais, par ton comportement, par ta façon de faire, des choses qui méritent qu'on te sorte de la prison,
Mais en fonction de ce que vous avez fait, il y a des voies de sortie qui sont possibles. Il y a eu la possibilité de gracier, il y a eu la possibilité de donner la liberté conditionnelle, il y a eu la possibilité extrême à laquelle on n'est pas arrivé d'amnistie. Karim va bénéficier de la grâce présidentielle. Bon, je ne m'en offusque pas, je suis plutôt heureux qu'un Sénégalais qui était en conflit avec la loi, que dans sa générosité, le président de la République analyse et estime qu'il peut le libérer, il le libère. Donc là, il n'y a pas de problème à mon niveau. Ceux qui parlent maintenant de deal, le deal c'est quoi? Lorsque vous arrivez à un compromis dans lequel il y a absence d'éthique, vous êtes dans le deal. Parce que tout ce qu'on fait doit être accompagné d'éthique. Éthique de comportement, éthique de parole, éthique d'action. S'il y a absence d'éthique, il y a deal. Mais dans ce cas précis, en tout cas, le président Macky Sall, que je crois connaître, parce qu'un homme, on ne le connaît jamais. Le président Macky Sall que je crois connaître ne peut pas entrer dans un compromis compromettant. Il ne peut pas être dans un deal. Et j'estime que l'histoire révélera que cette histoire a été, la libération de Karim a été le plus normalement possible réglée. C'est vrai que quand l'État agit, il ne met pas toute son action à la portée de tout le monde. Il y a un temps qu'il faut observer, il y a une démarche qu'il faut observer avant que les choses soient clarifiées au niveau du grand public. Les Sénégalais sont pressés de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre le président Macky Sall, le Qatar et consorts. Il ne se suffit pas de l'intervention très importante de Touba. Le khalife général des Mourides est intervenu dans ce dossier par générosité, par amour pour son pays, et peut-être aussi pour aider le président Macky Sall à ne pas rester dans une situation. Le khalife général des Mourides est intervenu dans ce dossier pour demander la libération de Karim. Je sais qu'il voue un amour, une estime sérieuse à Karim Wade et surtout à son père, ce qui fait quand même qu'il est intervenu dans ce dossier. Maintenant, comment les gens du Qatar, l'émir et consorts, ça c'est des relations que peut-être Karim a tissées quand il était ministre d'État chargé de tout. Il n'a pas été d'abord à Touba, ce que je pense qu'il aurait dû faire pour dire au marabout merci, je vais au Qatar pour me reposer. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas été vu par ses militants. Les gens du PDS qui se sont battus et qui ont connu la prison, certains ont connu la prison à cause de Karim, de l'affaire Karim. On dit que c'est le président de la République, mais vous savez, la libération dans un État, la libération d'un homme comme Karim ne peut pas se faire n'importe comment, ne peut pas se faire comme on libère un autre citoyen. Bien qu'il soit un citoyen ordinaire comme tout le monde, hein, je reviens sur mes principes. Tous les Sénégalais, c'est des citoyens ordinaires, hein, il faut qu'on s'entende. Bien qu'il soit un citoyen ordinaire, mais il bénéficie d'une posture politique et sociale. Candidat d'un parti comme le PDS aux élections présidentielles de 2019, ce monsieur-là, on ne peut pas le libérer n'importe comment. Il faut négocier les conditions de sa libération avec les services de sécurité du pays. Parce que le fait qu'il soit sorti et qu'il soit parti, ça,
Macky peut ne même pas être au courant. C'est la sécurité nationale qui estime que si on libère Karim au grand jour, il y aura peut-être des troubles. Il y aura peut-être l'ordre public peut être menacé. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Déjà, si vous voyez, la première fois quand on a annoncé la libération de Karim, Rebeuss était entouré presque. Et cette fois-ci aussi, on avait entouré Rebeuss. C'est la capacité de notre sécurité, surtout de la direction pénitentiaire, qui ont organisé cette sortie de Karim sans qu'il y ait des histoires, sans qu'il y ait Ceux qui étaient là ne savaient même pas que Karim est sorti, alors que Karim était déjà parti. Donc ça quand même, il faut féliciter. Il faut féliciter nos services de sécurité. Il faut féliciter la direction pénitentiaire. Il faut féliciter le régisseur de la prison et tous ces éléments qui ont su mesurer l'importance du prisonnier qu'on libère et de voir comment le libérer sans pour autant qu'il y ait des problèmes. Ça, je les félicite et je suis vraiment heureux de le dire et je suis fier de ces gens-là parce qu'ils ont réussi quelque chose. Je félicite le président Macky Sall d'avoir eu l'initiative heureuse d'organiser le dialogue national. Un pays, un peuple qui ne se parle pas, vit des difficultés et ça peut amener loin. Aujourd'hui, les imams, les chefs de parti, la société civile, tous, chacun est venu dire ce qui ne va pas ou ce qui va. Macky Sall et son équipe ont écouté, ont entendu et ça leur donne la capacité maintenant d'avoir une orientation de l'action du gouvernement, de l'action des dirigeants de l'État vers ce que le peuple veut. Parce que le peuple qui s'est exprimé. Et je pense que c'était utile pour Macky Sall, c'était utile aussi entre nous qu'on se parle, qu'on se dise certaines vérités, qu'on accepte certaines critiques et qu'on mette le doigt sur certains points que peut-être semblaient être tabous. C'est le cas. Le dialogue national, donc, est une excellente chose. Moi, j'ai été au premier jour, j'ai été convoqué en tant que chef de parti. Et quand les concertations entre partis et le ministère de l'Intérieur ont démarré, j'ai reçu ma convocation. J'ai envoyé un de mes collaborateurs dans le parti, Doudou Sen, qui est allé représenter le parti donc, à ces discussions. Donc nous suivons de près tout ce qui se discute là-bas, code électoral, tout ce qui se discutera là-bas. Nous le suivons en tant que d'abord citoyens, en tant qu'acteurs politiques. N'avons pas le droit d'être absents à ces choses-là. Et c'est là où je reviens pour dire que ceux qui n'ont pas répondu au dialogue politique ont fait erreur. Je n'ai rien contre M. Idrissa Seck, qui est un grand leader, qui a fait preuve d'intelligence pendant longtemps, mais cette fois-ci, je ne suis pas avec lui parce que quand le président de la République vous convoque pour discuter, vous n'allez pas répondre à la personne intrinsèque. Ce n'est pas Macky Sall en tant que personne qui convoque. C'est le président de la République qui convoque. Il a dit que le dialogue a été précipité. Hein? Il a dit que le dialogue a été précipité. Il dit ça, c'est ce qu'il a dit. Vous savez, quand on veut trouver des arguments à son comportement, on peut sortir. Moi, le principe que je retiens, le président de la République appelle à une concertation. Allez lui dire ce que vous lui reprochez, et vertement. Mon ami frère Idrissa Seck, que j'estime beaucoup, j'estime qu'il a fait une erreur. Aller répondre à Macky n'est pas s'abaisser, parce que Macky incarne l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal. La nation sénégalaise lui a confié la charge de nous organiser et de nous diriger. Quand cette personne-là convoque, il faut y aller répondre. Donc vous Quoi faites qu'il en la soit. même chose à Madi Gakou.
Malik Gakou comme Idrissa Seck, c'est les mêmes reproches que je leur fais. J'ai beaucoup d'estime pour ce garçon qui travaille vraiment à émerger sur le plan de la politique. Mais chercher à émerger sur le plan de la politique ne vous autorise pas à faire certaines erreurs. Le président de la République, c'est le président de la République. Malik Gakou devait aller rencontrer tout le monde, comme tout le monde, et s'il a quelque chose à dire, le dire. Cela ne veut pas dire qu'il se soumet à Macky Sall. Non, non, non. Et c'est là où justement il y a un problème de susceptibilité peut-être, ou bien d'orgueil mal placé, pour considérer que si je vais répondre à Macky Sall, c'est comme si je me mettais dans son camp ou je me mettais un peu sous sa coupe. Non. Qu'on le veuille ou non, que ce soit Idrissa Seck, que ce soit Malik Gakou, que ce soit Pape Diop, parce qu'il n'est pas venu, à ma connaissance, je ne l'ai pas vu dans la salle ce jour-là, tous ces gens-là... Ses représentants étaient là. Hein? Pape Diop, j'ai dit ses représentants étaient dans la salle. Ah, les représentants étaient là, je n'ai pas vu Pape Diop personnellement, c'est pourquoi je... Donc, je m'en excuse, mais ceux qui n'étaient pas là-bas et qui n'ont pas eu la sagesse de se faire représenter, j'estime qu'ils sont dans l'erreur. Parce que quoi qu'il en soit, jusqu'en 2019, c'est Macky Sall leur président de la République. Si on lui dit qui est le président de la République, il répondra Macky Sall. À partir de ce moment-là, s'il y a susceptibilité, si c'est de la susceptibilité ou de l'orgueil, ils doivent l'effacer. Ce n'est pas parce que je suis avec Macky Sall. Mais Abdoulaye Daouda Diallo est un bon ministre de l'Intérieur. Ça, je le dis à haute voix. Maintenant, parce qu'il est bon ministre de l'Intérieur, mais proche de Macky, qu'on veuille l'enlever, il appartient au président de la République d'apprécier. Moi, je ne suis ni pour dire que non, 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 on ne doit pas l'enlever, ni pour dire qu'on doit l'enlever. Ce que je dis, c'est que c'est un bon ministre de l'Intérieur. Il est posé, il a envie de travailler et il travaille bien. Il a une bonne équipe, il est en harmonie avec ses hommes. Moi, je pense que c'est ça que Macky attend d'un bon ministre de l'Intérieur, qui connaît tous les problèmes qui se passent et qui travaille à les résoudre. Alors, maintenant, que l'opposition dise que Daouda n'est pas l'homme qu'il faut pour les élections, c'est de bonne guerre. Il est dans le même parti que Macky, hein? Oui, il est à pair, oui, bien sûr. Il organise les élections. Oui, mais ça, c'est... depuis combien de temps on voit ça dans ce pays? C'est Diouf qui a commencé. Abdou Diouf qui a commencé. L'opposition a réclamé, Diouf l'a enlevé. Oui, Diouf a enlevé son ministre de l'Intérieur pour mettre les militaires. Rien ne dit que on ne va pas vers la création d'une structure qui va s'occuper, d'une structure neutre qui va s'occuper. Mais cette neutralité-là, entre guillemets, parce que vous pensez que dans ce pays, il n'y a pas des civils qui soient capables d'organiser avec une certaine neutralité dans le pays? Non, je suis un ancien militaire, hein. Je n'ai rien contre les militaires. Je suis de la première promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs. Donc, je suis un militaire, je connais, et je les aime bien. Je les aime bien. Mais il y a des civils capables d'organiser des élections au Sénégal de façon à ce que la neutralité soit là. Donc, il n'y a pas une fixation par rapport aux militaires. Il ne doit pas y avoir de fixation par rapport aux militaires. C'est des civils avec une tenue, mais formés intellectuellement et moralement sur d'autres plans, qui font que, bon, ils incarnent l'éthique de comportement, le militaire. Peut-être c'est pour ça que les gens les préfèrent dans des camps comme ça, mais il y a des civils qui sont capables de faire ça, hein. Et moi, je ne sais pas ce que le président Macky Sall va décider. Il ne m'a pas demandé mon conseil sur la question. S'il me l'avait donné, j'ai une idée là-dessus, et peut-être qui lui permettrait de pouvoir organiser des élections qui n'aboutiront pas à des contestations,
par des hommes qui sont très neutres, qui sont capables de faire ce travail-là, qu'elle soit du côté des militaires comme du côté des civils. L'école a été sauvée par les autorités religieuses parce que licencier 5000 personnes, mettre 5000 pères de famille dans la rue sans revenu, c'est une responsabilité énorme parce que c'est une catastrophe. Mais il faut se dire qu'un État qui se respecte doit être fort. Lorsque ceux qui tiennent l'État analysent la situation et qu'ils voient que s'ils ne prennent pas des mesures drastiques, le problème va connaître une ampleur nationale catastrophique, il faut le prendre. Et c'est pourquoi je n'ai pas du tout dit non à la décision de l'État de renvoyer les enseignants qui refusaient de se conformer à ce que la loi les autorise. Un pays a fait des lois pour que ces lois soient respectées. Si on est un citoyen dans une république, il faut respecter la république. Il faut respecter les lois de la république. Mais la loi dit, c'est ça, celui qui fait ça, c'est ça. Toi, tu t'obstines à vouloir faire le contraire de ce que la loi dit, mais vous devez être puni. Ce serait dommage. Avec les enseignants, l'État a signé des accords avec eux. Oui, l'État a signé des accords. Je suis d'accord avec vous que l'État a signé des accords. Mais lorsque, par exemple, des revendications sont posées sur la table du gouvernement, le gouvernement analyse l'incidence financière de ces revendications. Cette incidence financière, est-ce que c'est supporté par le budget actuel? Ou bien vers quel budget on va aller pour pouvoir supporter cette incidence financière? C'est à la suite de ces analyses que l'État fait des propositions aux gens qui ont posé leurs problèmes, les syndicats, et ils s'entendent sur une date. La plupart, la date à laquelle l'exécution devait se faire est renvoyée à 1 an ou 2 ans. On dit dans 2 ans, oui, nous pourrons satisfaire telle revendication, telle revendication, telle revendication, telle revendication. Mais pourquoi l'État, en ce moment, pour sortir de la crise, accepte de signer avec des dates, accepte de signer ces accords? L'État doit maintenant chercher les moyens pour satisfaire ces revendications, pour pouvoir couvrir dans son budget les incidences financières que ces revendications vont poser. La priorité, c'est les charges fixes de l'État. La priorité, c'est ça. La deuxième priorité, c'est les accords d'aménagement ou d'amélioration de la situation liée des revendications. L'État dit, supposons on négocie en 2016, l'État dit en 2019 ou en 2018, je vais satisfaire telle chose, telle chose. En disant cela, l'État compte appuyer des leviers économiques pour créer un plus en termes de richesse, c'est-à-dire appuyer des secteurs économiques qui vont faire bouger le PIB dans le bon sens. Je donne un exemple. L'État dit, bon, je compte faire ça parce que je vais appuyer sur l'agriculture, je vais donner des semences de qualité, je vais. Tous les secteurs de l'agriculture qui peuvent faire qu'on booste l'agriculture, l'État intervient sur ce secteur-là. Croyant que, bon, ben, l'agriculture, si tous ces éléments sont faits, l'agriculture va contribuer à la formulation du PIB et ainsi de suite, on aboutira à... Mais il y a un facteur qui est important et qui m'empêche de dormir aujourd'hui, c'est la maîtrise de l'eau. Tant que nous serons là à penser que notre agriculture est pluviale,
ces mécanismes-là, ces leviers sur lesquels l'État compte, même s'ils sont actionnés, si la pluie ne vient pas, ce que nous voulons avoir en résultat, on ne l'aura pas. Et si on ne l'a pas, l'État ne fabrique pas de l'argent. L'argent, c'est nous qui le travaillons, nous les citoyens. Si le travail que nous avons fait n'aboutit pas, pour des raisons climatiques ou d'autres, à créer des richesses, c'est une déception. Il faut comprendre sur ce plan-là les syndicalistes et leurs adhérents. C'est une déception totale. Et c'est pourquoi ça aboutit à des grèves, à des rétentions de notes, à des comportements qui ne sont pas souvent trucs. Mais il faut comprendre que c'est la déception qui est à la cause de ça. Mais cette déception provient d'une situation indépendante de la volonté de l'État. Un État a toujours le souci d'avoir la tranquillité, la paix sociale. C'est ça son premier souci. S'il ne l'a pas, vraiment, ils sont malheureux. Le Conseil économique et social, considéré aujourd'hui comme la deuxième institution, la troisième après l'Assemblée nationale, a pour mission d'être en veille pour comprendre tous les problèmes d'ordre social, économique et environnemental. Il ne suffit pas de les comprendre, il faut les comprendre et il faut chercher les solutions. Et Madame la Présidente Aminata Tall, son taf technique, c'est-à-dire l'administration du 16, entourée des conseillers, leur préoccupation principale, c'est de pouvoir conseiller utilement le gouvernement, le président de la République et même des fois l'Assemblée nationale sur la prise de décision pour que nous puissions éradiquer la pauvreté au Sénégal. Éradiquer la pauvreté au Sénégal, nous au Conseil économique et social, Commission du développement rural, nous estimons qu'il faut passer par l'agriculture. Il faut booster l'agriculture. Il faut faire de façon que l'agriculture sénégalaise ne soit plus uniquement une agriculture pluviale. Il faut une alternative crédible à l'agriculture pluviale. Et nous y réfléchissons. Et le prochain avis, je vous donne la primeur, le prochain avis que la Commission du développement rural va présenter, ce sera comment effectivement une meilleure utilisation de l'eau pour une agriculture non pluviale. Il faut qu'on arrive à mettre en place un système qui ferait que si les dérèglements climatiques que nous attendons arrivent, nous puissions avoir une alternative qui permette aux paysans de mon village de pouvoir cultiver la terre, de pouvoir se nourrir et de pouvoir contribuer au développement du Sénégal par un rehaussement du produit intérieur brut, qui est donc la source de la croissance, et la croissance crée la richesse. Voilà le combat que nous menons et nous réfléchissons, nous sommes en train de réfléchir sur ça pour quand même que le Sénégal puisse sortir de ce carcan qui est agriculture pluviale. Nous continuerons à privilégier l'agriculture pluviale, mais progressivement, ce que nous voulons faire, c'est progressivement que l'agriculture non pluviale soit installée au Sénégal et nous mettant dans le diapason de la COP 21. Le président Macky Sall a pris des engagements à Paris, au nom du Sénégal, pour dire que le Sénégal va diminuer sa production de CO2. Nous voulons que cette agriculture non pluviale soit une agriculture tirée par les énergies renouvelables. Il y en a beaucoup qui sont en train d'être expérimentées, mais les énergies non renouvelables, c'est l'éolien, les plus connu, c'est l'éolien,
c'est le solaire. Nous voulons développer tout ce qui est énergie non renouvelable pour que ces énergies non renouvelables tirent l'agriculture par cette énergie-là qui ne sera pas une énergie polluante. Parce que nous ne pouvons pas prendre des engagements à Paris et puis développer aussi à l'intérieur du pays des énergies polluantes. Donc nous pensons qu'il faut les énergies renouvelables pour que notre agriculture, développer ça pour que notre agriculture ne dépende plus de la pluie. Je conduis le parti jusqu'à réélire Macky Sall en 2019. Après 2019, soyez rassurés, soit ce sera un comité central élargi ou un congrès en fonction de l'option que nous prendrons. Je vais demander à la jeune garde de mon parti de choisir quelqu'un qu'il jugerait apte à diriger le parti. Je ne vais pas m'éterniser à la tête d'un parti parce qu'il y a des jeunes Sénégalais qui sont dans le parti et qui en veulent. Ils veulent faire travailler le parti. Donc, 2019, c'est pas loin. Hein. Peut-être vers les années 2020, vous allez entendre le Conseil national de la GAPSO qui choisit un autre leader. Je ne suis pas donc dans cette éternisation de... Non. J'ai fait mon travail, j'ai cru qu'il fallait faire quelque chose, je l'ai fait, j'ai créé un parti, je m'efforcerai à mettre le parti dans les meilleures conditions possibles jusqu'en 2019, mobiliser le parti pour la réélection de Macky Sall, et une fois que cela est fait, les membres du parti choisiront celui qui devrait prendre. Je suis très content et très heureux de vous recevoir ici chez moi pour discuter avec vous des problèmes que nous avons discutés. Et je suis heureux que des questions d'actualité aussi brûlantes soient donc abordées, tant par Nao que par Diarra et Thiam. Thiam, on a déjà eu. Mais celui qui est là en train de filmer aussi, je lui rends. Je vous... Prochainement, c'est moi. Voilà, donc je vous remercie infiniment. Merci.